Il va y avoir 3 temps dans l'interview. Ok. Un où je vais te poser des questions rapides sur un peu toutes les interrogations qu'on peut avoir sur le métier de pilote. Un où on va parler des crashs, comme l'indique cette super statue contemporaine. Et un où ça va être des mises en situation. C'est la bonne pioche. T'as pas peur du crash? Non. T'arrives à avoir une vie de famille? Oui. Les pilotes ont des femmes dans tous les pays du monde? Non. C'est l'autopilote qui fait tout? Non. T'as un siège éjectable au cas où il y a un problème? Tu dois jamais boire d'alcool ou prendre de substances, rien? Non. Ça doit être chiant. Hein. Ton casier judiciaire, il est vierge? Oui. T'es en haut de la pyramide hiérarchique de l'avion? Non. Y a Enfin, qui les dessus? pilotes en général, oui. Et après, il y a une hiérarchie entre les pilotes. Faut avoir 10 sur 10 à chaque œil? Non. La preuve en nuage. La formation, elle est méga supra exigeante? Oui. Les pilotes brassent un max d'argent? Non, pas forcément. Du coup, tu peux nous donner une idée de ce que tu gagnes à peu près net par mois? Environ 4 000 € net par mois. Putain, mais on a réussi quasiment dans les temps, non? Mais par contre, il y a des trucs moi sur lesquels je veux qu'on vienne, c'est-à-dire que comment ça, il faut pas avoir 10 sur 10 à chaque œil? C'est un mythe, ça. Je suis plus incapable de te le rebloquer en face de moi. Hein. Ah bah super. T'as moins 5, t'es Non, myope? en gros, ce qu'on te demande à la visite médicale, en tout cas en France, c'est que t'aies 10 sur 10 avec correction. Et que t'aies 2 paires de lunettes au cas où t'en pètes une. Ok, et il y avait un autre truc moi sur lequel je voulais qu'on vienne, c'est les substances, ça veut dire que tu bois jamais d'alcool de ta vie? Quand on travaille, on ne boit pas. C'est-à-dire que moi, pendant 20 jours, je bois rien. Quand je rentre chez moi, par contre, là, oui, je vais aller boire des coups avec des potes, Ah, apéro. t'as des cycles de 20 jours pendant lesquels tu travailles ininterrompus, genre? Alors, ça dépend des compagnies. Moi, ma compagnie, on bosse 20 jours d'affilée, 10 jours off. Et pendant 20 jours, bah, du coup, je dois être sobre. Ah, c'est génial et Ni terrible en même substance, temps. ni alcool, ni quoi que ce soit. Bah parce que du coup, pendant 20 jours, c'est méga dense, non? Parce que Oui. tu te lèves à des horaires incongrus et... Non, ça va. On a des horaires à peu près corrects. C'est juste que, bah, on est loin de chez nous. Ah oui, parce que du coup, tu dors à l'endroit où t'es arrivé. Tu fais des cours courriers, toi? Je fais des moyens courriers, ouais. Et donc ça veut dire que potentiellement, le matin, tu pars de France et tu arrives... Si je veux partir, par exemple, le 10 du mois. Ouais. Le 10 du mois, je pars à ma base, donc ça peut être Bruxelles, ça peut être Istanbul, ça peut être Bangalore, ça peut être un peu partout dans le monde en fonction de ce qu'ils ont comme projet. Je reste 20 jours sur place, donc on est logé, nourri à l'hôtel. Pas, on vit à l'hôtel pendant 20 jours. Et de là, par exemple, on va faire 4-5 rotations par jour. Mais donc du coup, ta base, elle change à chaque fois. Tu peux pas être attaché à une base qui est genre là où t'habites? Je sais qu'ils veulent rouvrir Paris de temps en temps chez moi, donc moi, s'ils rouvrent Paris, je vais vivre chez moi. Mais là, si je suis à Bruxelles, je vais vivre à Paris et pendant 20 jours, je vais être logé à Bruxelles. Oui, d'où la complexité d'avoir une vie de famille quand même. Parce qu'effectivement, Faut trouver quelqu'un qui l'accepte complètement. Ok, bah, c'est un peu comme les hôtesses de l'air. En vrai, on en avait eu une, il y avait un peu ce débat Même aussi principe. de. C'est un rythme de vie qui est décalé, et forcément. Même principe. C'est-à-dire que toi, tu payes ton appartement pour 10 jours par mois? Oui. Quel coup dur. J'ai ma copine qui y vit. Ah oui. Rentable du coup. La formation, ça s'est passé comment? Parce que c'est très rare d'avoir des pilotes qui ont ton âge, non? Non. Moi, je pensais que genre c'était un truc sur 10 ans et t'étais pas pilote avant 30 ans. La formation, entre guillemets, ce qu'on appelle royale, c'est on sort du bac, on fait prépa, Ouais. et on rentre à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile qui est située à Toulouse. Donc il faut au moins avoir un bac plus 2, plus 3 ans de formation. Donc ça Un bac fait plus gros- de n'importe où. Genre ça peut être prépa. Prépa, PTSI, enfin prépa sciences. Prépa sciences. Ouais, mais Alors tout le c'est monde peut pas- faire pilote accessoirement. Ok. Mais pour la, entre guillemets, la voie royale, c'est vraiment prépa sciences et ensuite l'ENAC. Et par contre, toutes les écoles privées, on peut y rentrer à 18 ans avec le bac. Et c'est ce que t'as fait toi? Alors moi, je suis rentré en prépa, où littéralement j'ai pété un plomb. À la suite de ça, présenter les concours d'entrée chez Airbus, à l'Airbus Flight Academy. Donc sans avoir le bac plus 2. Sans avoir le bac plus 2, j'avais Ok. mon bac et je faisais ma première année de prépa. Ok. J'ai été pris à Airbus, j'ai quitté la prépa entre guillemets pour aller à la fac, histoire de dire que j'avais fait quelque chose pendant 2 mois. Et ensuite, je suis rentré à Airbus. Et ensuite, 3 ans de formation et je suis sorti en juin 2022. Ok, donc par la voie interne, tu peux aussi du coup. Ouais. Donc en gros, tu postules directement dans une compagnie qui va te former et après Alors, tu t'as les dois- cadets, où là, tu postules directement en compagnie. C'est ce Ouais. que fait Air France, c'est ce que fait Ouais. EasyJet, c'est ce que fait beaucoup de compagnies. Et t'as les écoles privées. Aston Fly qui est basé à Roissy, Airbus qui est basé à Angoulême et à Toulouse. Et est-ce que quand t'es formé par une compagnie, t'es obligé après de travailler chez eux pendant un certain temps? Alors, généralement, quand t'es formé par Air France, tu pars pas d'Air France. Non, généralement, C'est quand une t'es prise formé- d'otage. Non, mais les conditions sont tellement intéressantes chez Air France Ah que ouais généralement, t'y vas pas. Après, c'est un choix de vie. Hein. Ouais, Moi, honnêtement, Air France, je l'ai un jour, tant mieux. Ou je l'ai pas. Je suis tellement bien là où je suis que c'est pas grave. je suis très bien là où je vais. Et est-ce que t'es payé pendant la scolarité? Non. Quand t'es en Alors, formation là-bas? si t'es en formation chez une compagnie, oui. Ouais. Si c'est une formation privée, non. Ok, et ça dure combien de temps du coup? Entre 2 ans et 3 ans. Entre 2 et C'est 3 ans. tout? Ça me paraît si peu pour construire un avion. On n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end. Ah, c'est 7 jours sur 7. On peut nous appeler n'importe quand. En tout cas, à l'école où moi j'étais, c'était les plannings, on les avait la veille à 22h pour le lendemain à 6h. Putain, mais ça veut dire que t'as des cours de théorie où on te dit alors ça c'est un avion, ça marche comme ça, et après t'as des cours où on te dit bah voilà c'est un avion maintenant. Alors, en Vol. moyenne, t'as 18 mois de théorique. On Ouais. t'apprend tout. Enfin, ça va du droit aérien à la météorologie, à comment est fait un avion, tout simplement. Enfin, moi, il y avait 14 modules, je crois que maintenant, il y en a 13. Ils ont regroupé les communications. 18 mois de pratique où là, on apprend tout simplement à piloter. On apprend les bases, donc comment vole un avion de base, donc un petit avion avec un petit moteur. Au fur et à mesure, on va apprendre plus de choses, des choses plus techniques. On va passer sur des bimoteurs. On va faire du vol à vue, donc vraiment, on prend une carte, une boussole, et puis on est où, on fait quoi, on va où. Et dans combien de temps, on est à tel endroit. C'est une confrontation mais en avion. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es retrouvé dans le cockpit d'un avion et t'en avais jamais piloté de ta vie.
Oui. Et on t'a dit, vas-y mon con, On te laisse pas c'est tout ton seul. moment. Les premiers vols, t'es toujours accompagné d'un Oui, instructeur. et je me doute. Enfin, t'es quasiment tout le temps accompagné d'un instructeur en école. C'est-à-dire que généralement, tu vas faire 10 heures avec un instructeur, on va faire des tours de piste. C'est-à-dire que tu décolles, tu fais un tour, t'atterris, tu décolles, t'atterris. Juste que tu prennes en main l'avion, que tu te rendes compte de ce que ça implique et de ce que c'est. Une fois que t'as fait ça, on va te dire, bon bah maintenant c'est bon, tu sais décoller, tu sais atterrir, tu sais faire un tour de piste, vas-y tout seul. Super transition avec la partie crash. Comme la majorité des êtres humains, j'ai peur de l'avion. Je sais que c'est irrationnel, j'ai vu plein de vidéos dessus. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui expliquait, je crois que c'est un pilote qui lui avait raconté, en mettant dans de la gelée, un bout de papier qui lui avait dit, tu vois là, le bout de papier dans la gelée, il a fait des... Moi je vais faire même plus simple, des si t'as une fausses bouteille d'eau, tu structures. montres un truc. C'est vrai, on a une bouteille d'eau. Tu prends ta bouteille d'eau. Ouais. Ton liquide, c'est tes passagers. C'est l'impression que t'as dedans. T'as l'impression que dedans, c'est l'enfer, alors que tu vois, ton avion, il bouge de... Ouais, parce que là, ça a pas l'air bien à l'intérieur. Moi, j'ai pas envie d'être à l'intérieur. Alors que tu vois, parce que la bouteille, comment elle bouge? Je parle même pas du liquide, hein, je parle juste de la bouteille. Elle bouge très peu. Hein. Le seul truc où les gens ont peur, enfin, pour beaucoup, c'est ils ont pas le contrôle. Ils doivent faire confiance et donner leur vie à deux types ou à deux pélos qu'ils ne connaissent absolument pas, Bah ouais. qu'ils n'ont jamais vu et qui, à la fin de leur vol, ils les reverront jamais. Après, il y a un truc débile aussi, moi, que j'ai fait, c'est que sur National Geographic, t'avais des reportages de crash d'avion. Et moi, évidemment, Genre je Mayday, regardais la ça. minute de vérité ou des Mais trucs oui, comme ça. et moi, je regardais ça, j'étais en mode, waouh. Mais c'est ultra intéressant. Mais oui, mais j'étais fascinée, mais après, j'avais peur sa mère, du coup. Mais non, mais justement, tout ce qui en découle, ça veut dire que t'as eu un crash, ok, on en a tiré quoi comme enseignement? Donc en fait, à chaque accident ou à chaque incident, on en déduit quelque chose et on modifie le training justement pour que les problèmes qui ont été rencontrés, alors on sait qu'ils peuvent potentiellement être rencontrés à un autre moment, mais le but est juste de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et qu'ils soient préparés à ça. L'avion qui s'est posé dans l'Hudson River, Ouais. Airbus, à aucun moment dans ses procédures, n'a pensé que deux moteurs pouvaient tomber en panne en même temps. Donc maintenant, nous, on a un training sur la panne double moteur, mais avant, elle n'existait pas. Elle n'était pas concevable, étant donné que la possibilité que deux moteurs tombent en panne, elle est de 1 sur, je vais peut-être dire une connerie, mais quelques milliards. Donc comment est-ce que cette panne-là pouvait arriver? Comment est-ce qu'on pouvait la prévoir? Aucun moyen. Mais du coup, il y a eu cette panne, donc on sait qu'elle peut arriver. Bon bah, on en découle quelque chose. C'était un des trucs, puisque pour moi, les crashs, je vois pas comment ils peuvent être provoqués, à part que par des arrêts des moteurs. Mais, donc ça veut dire que si tes deux moteurs s'arrêtent... Tu planes. On a un mot qui s'appelle la finesse. La finesse, c'est le coefficient de portance sur le coefficient de traînée. C'est-à-dire que ta finesse, c'est par rapport à ta hauteur, combien en distance tu vas traîner. Tu vas pouvoir planer. Ok. Et donc, t'en déduis une distance, donc tu sais que dans un rayon de 20, 30, 40 nautiques, tu peux aller te poser. Il y a une question, je pense que je peux pas être la seule à me la poser, c'est pourquoi il n'y a pas un parachute par personne dans l'avion? Le poids. Ah, ça alourdirait trop. Un parachute, c'est entre 10 et 15 kilos en fonction Ah du ouais modèle. C'est lourd un parachute. Ah putain! Oh, mais 10 ou 15 kilos, de toute façon, moi, je le porte pas, donc... Même si tu prends 5 kilos, nous, ceux qu'on utilisait, c'était des parachutes de l'armée de l'air, si je dis pas de conneries. On était quasiment à 5 kilos par parachute. Donc tu multiplies sur un... Je vais prendre le 320 sur 220 passagers. Déjà, ça fait plus d'une tonne en plus. Ah ouais. Et une tonne, ça consomme plus, donc ça fait des frais en plus. Survivre, c'est bien, ça vaudrait pas Mais le les avions coup. sont tellement sûrs aujourd'hui que t'as pas besoin de parachute. Alors il y a toujours le truc où l'aile se barre. C'est pas près d'arriver. C'est jamais arrivé? Alors il y a eu déjà des dérives qui se sont arrachées en vol. Ah, donc ça veut dire que le contrôle technique a été mal fait, non? Non, pas forcément. C'est-à-dire que les avions sont soumis à plusieurs visites techniques, en gros, plus ou moins importantes en fonction de l'âge de l'avion. Et puis tous les temps d'années, tu as une visite plus ou moins importante qui va être faite. Tu as une énorme visite où ils démontent tout l'avion. Ils démontent l'intégralité de l'avion, ils vident les réservoirs, ils vont dans les réservoirs, ils vérifient les moteurs, mais aube par aube, j'allais dire au stéthoscope, pas du tout, à l'endoscope. Mais est-ce que c'est vrai que si tu nais dans un avion, t'as des billets d'avion à vie gratos? Non. Parce que ce mythe est très répandu, hein. Oui, mais non. Je suis sûre qu'il y a des femmes enceintes de 9 mois qui prennent l'avion. Alors, Pour se dire, oh, maintenant, tu as plein de moments où c'est interdit. Ah ouais? C'est-à-dire que tu vas sur le site d'Air France, tu vas sur le site d'EasyJet, tu as des dates à partir duquel tu n'as plus le droit de prendre l'avion. Oh. Enfin, on te l'interdit pas, mais on te le déconseille. Ouais. La seule chose qui va se passer si tu fais naître ton gosse dans l'avion, c'est que tu fais chez tout le monde. Bah ouais, parce que tout le monde passe un très mauvais moment, j'imagine. Voilà, pour une alors grossesse. parce que et ça toi-même, gueule. tu dois passer un mauvais Deux, moment parce aussi. que les hôtesses, Bah, elles sont je pas suis même pas sûr qu'elles soient formées à ça. Elles sont formées aux premiers soins, hein. Littéralement, elles ont une formation. Faire accoucher quelqu'un, ça doit quand même être Et un truc un peu complexe. surtout, le bébé, tu le gères comment? Parce que t'as pas d'eau, t'as du mal à tempérer. L'eau, t'as des bouilloires, mais... Excusez-moi, quelqu'un a un ciseau pour couper le cordon. C'est un peu ça. Mais t'as plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. L'avantage, c'est que nous, on n'est pas seuls, déjà. Tout le monde dit, oui, les pilotes, ils sont devant, ils sont tout seuls. Non, on n'est pas seuls. À partir d'un certain temps de vol, ton équipage, il est triplé ou quadruplé. C'est-à-dire que tu vas avoir un commandant de bord, et au lieu d'avoir un copie, tu vas avoir 2 copilotes. Ou 3 copilotes, en fonction des vols que tu vas avoir. Et donc, c'est ce que tu disais, il y a une hiérarchie aussi. Donc, toi, t'es Voilà. copilote et il y a un commandant de bord.
Qui est un pilote encore plus expérimenté. C'est ça. On fait exactement le même métier, on a exactement les mêmes tâches. C'est-à-dire qu'il y en a un à l'aller qui va faire le pilot flying, donc c'est-à-dire que c'est lui qui va piloter l'avion, la trajectoire. Et l'autre qui va faire pilot monitoring, la radio et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et au retour, on inverse le rôle. Okay. C'est-à-dire que moi j'ai piloté au retour et que lui va faire les coms, pour faire très simple, sur le retour. Et du coup, c'est à partir d'un certain nombre d'années que tu peux être commandant de bord? C'est ça. On a une réglementation déjà qui nous impose qu'on ait au moins 1500 heures de vol pour, entre guillemets, avoir le droit d'être commandant de bord. Et ensuite, ça dépend des compagnies. On sait que sur les grosses compagnies, Air France, je prends l'exemple de ma mère, tout simplement. Elle est rentrée en 91, elle est passée commandant de bord en 2006. Mais elle a passé 15 ans en tant que copilote avant de passer commandant de bord. Et est-ce qu'il y a vraiment plus de chances de se crasher avec un avion low cost? Non. Parce qu'il y a un peu un truc très opaque sur comment ils réduisent les prix. Tu as parlé de façon du fait qu'ils vont potentiellement pas prendre de chambre, etc. et s'organiser différemment pour les pilotes. Mais au-delà de ça, il y a un mythe sur le fait que les contrôles techniques sont peut-être moins bien faits ou des trucs comme ça. Quoi. Il y en a qui vont réduire les salaires. Tu vas payer tous les extras. C'est-à-dire que ton siège, effectivement, il va coûter 35 €, ce qui est absolument pas rentable pour la compagnie. Et en plus de ça, tu vas, à la suite de ça, payer tous les extras. Tu as besoin d'un bagage en plus, tu as besoin d'avoir un coquin en vol, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Tu vas payer tous les extras en plus. C'est possible d'avoir une panne d'essence en vol? Le carburant, c'est nous qui choisissons. Ouais. C'est-à-dire que si pour faire un vol, on a besoin de 5 tonnes, alors déjà, on a une partie réglementaire qui nous interdit d'utiliser les 45 dernières minutes. C'est-à-dire que déjà, sur mes 2h30, j'ai déjà ajouté 45 minutes de pétrole en plus, justement, pour avoir cette réserve-là. Et en plus, nous, on prend ce dont on a besoin. Si on sait qu'on va avoir des vents de face, on va prendre plus. Si on sait qu'on va avoir une météo et on va devoir dérouter, on prend plus. Si on sait que la météo à destination, elle n'est pas bonne. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée ou que tu te poses a posteriori sur l'impact écologique des avions? C'est ton métier, donc tu sais que si tu calcules ton empreinte carbone, elle est terrible! Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on va consommer moins qu'une voiture. Oui. C'est-à-dire qu'à rapport égal, un avion de ligne va consommer entre 1,5 litre et 2 litres de kérosène par 100 km par passager. Oui, on prorata par personne, ouais. Voilà. Alors qu'une voiture, en moyenne, on est entre 5 et 7 litres. Moi, je prends ma voiture, j'ai pas une grosse voiture, j'ai une Golf, je fais plus 7 litres 100. Pour faire un Paris-New York, il consommait 80 tonnes de pétrole. Aujourd'hui, il y en a qui consomment que 20 tonnes. C'est dingue. En 60 ans, les progrès sont monumentaux. Je sais qu'il y en a qui détestent Total. Mais Total sont en train de faire d'énormes progrès sur les kérosènes synthétiques, avec des biocarburants, avec des choses comme ça. Tu penses qu'on pourrait un jour avoir une empreinte carbone neutre avec l'avion, avec le développement des biogaz et tout? Ça consommera toujours, ça c'est sûr. Par contre, savoir ce que les compagnies sont capables de faire derrière pour réduire leur impact écologique. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu. Le Midband. C'est le meilleur jeu du monde, on est d'accord? Non, il y a mieux quand même. Non, c'est le meilleur jeu du monde, je vais rien entendre. Alors là, on l'a complètement twisté, c'est vraiment juste pour rester dans le thème du trajet. En gros, j'ai des situations dessus. Et je vais les lire et tu vas me dire qu'est-ce que tu fais si dans ton avion il se passe ça. Que fais-tu si un passager fait une attaque cardiaque ou un truc qui nécessite une assistance médicale vraiment immédiate? Alors première chose, on va demander s'il y a un médecin dans l'avion. Ouais. C'est con mais... vraiment scène de film. Les PNC sont formés à gérer ce genre de choses-là aussi. Pas médecins, mais ils font vraiment de leur mieux. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font un taf monumental. Mais en fonction de l'urgence, si le monsieur il est décédé, voilà, ou la madame, soit dit en passant, si on peut lui sauver la vie, on va essayer de faire de notre mieux pour le faire. Donc on va dérouter, on va aller au terrain le plus proche, avec l'assistance possible. Comment tu fais si un passager rentre dans le cockpit? Alors déjà, il y a peu de chances qu'il y rentre. À part au sol. Pareil, on a des hôtesses et des stewards qui sont formés pour empêcher les entrées. Les portes, elles sont ultra blindées. C'est pas du carton-pâte comme les portes en tu peux pas rentrer comme ça. Non, il faut un code. Les portes, elles sont extrêmement blindées. Nous, on peut les verrouiller de l'intérieur. Et au sol, généralement, c'est les enfants qui viennent nous voir. C'est vraiment... Il y a plein de boutons, c'est quoi ça? Non, mais avoir des gosses qui sont intéressés, qui sont intrigués, ça fait toujours plaisir. Et quand on voit qu'on leur explique, qu'ils s'assoient sur le siège, touchent un peu à tout, sans pour autant créer quoi que ce soit. Mais ils ont de la chance, les enfants. Hein. Mais tout le monde peut venir dire bonjour à la fin d'un vol. Oui, mais tu nous regarderais bizarrement si en tant qu'adulte on faisait ça. Non, pas forcément. Comment tu fais si une femme perd les os? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Du coup, ça revient... Et honnêtement, j'en sais rien. Ça revient à notre précédente conversation sur ne pas prendre l'avion quand on est à 8 mois et demi de grossesse. Honnêtement, c'est les PNC qui vont gérer ça. Il y a déjà une fois où tu as eu vraiment très peur en vol? Non. Trop chill le mec. Moi, j'ai peur en trottinette en fait. Bon, après, j'ai peut-être peur de tout, c'est un autre problème. Comment tu gères quand quelqu'un pète un plomb finalement? Ouais, c'est un peu ça. Parce que scotcher quelqu'un à son siège, j'imagine que c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Parce que... Non, mais on a des liens de contention. Il y a des camisoles de force dans les avions. Ah ouais! Parce que si tu sais qu'il y a des passagers qui peuvent complètement péter des plombs, alors ça pareil, ça dépend des compagnies, ça dépend des avions. Mais par stress du coup? Ah bah, y en a qui par stress vont boire énormément. Moi ça m'est arrivé justement un vol où ma mère était capitaine et je l'accompagnais. Ah oui. Arrivé à Stuttgart, le mec a pété un plomb sur l'approche, paniqué, impossible de le raisonner. Et il y a un stew qui avait fait du Krav Maga qui a réussi à peu près à le canaliser à l'arrière, qui l'a éclaté. Et arrivé au sol, il y avait juste les forces spéciales qui sont venues le chercher. Parce que le mec n'arrivait pas à se calmer, il a frappé le mec des forces spéciales. Autant te dire que lui, il a pas du tout rigolé. C'est fou, mais il était dans... Ah mais il était en transe, il était dans un autre monde. Mais en fait, les gens ont tellement parfois une peur panique mélangée à l'alcool
qu'en fait, il y a des moments où tu peux leur force déjà les décupler. C'est-à-dire qu'ils étaient à 3 sur lui, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Et même le mec des forces spéciales, ils l'ont mis dans une camisole, ils l'ont attaché à une chaise roulante. Parce qu'en fait, le mec était dangereux, pour les autres, mais aussi pour lui-même. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte d'un avion en mai ou en août dernier. À Séoul. Mais comment c'est possible que ça engage aussi? Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la porte? Lui, il est pas bien du tout derrière. Niveau réglementation, niveau loi, il est pas bien du tout. En l'air, on peut pas ouvrir une porte comme ça. En gros, la pression de l'air exercée en dehors de l'avion sur l'avion, même à 12 personnes, tu n'y arriveras pas. Les suites pénales qui peuvent arriver sont franchement importantes. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal du tout. Il a un peu trop écouté la petite voix dans sa tête. Si j'ouvrais la porte, tu sais, quand t'étais petit en voiture et que tu dis si j'ouvre la portière, là, il se passe quoi? Est-ce que y a un dernier truc que tu dirais aux gens qui sont intéressés par le métier? Parce que je pense que c'est un métier qui fascine quand même beaucoup. Être un homme, ça aide, alors que pas du tout. C'est un métier qui est majoritairement représenté par des hommes, mais il y a de tout. Il y a littéralement de tout. C'est pas parce qu'on a fait Bac L, qu'on a fait Bac ES ou que, ainsi de suite qu'on n'y arrivera pas, loin de là. J'ai une amie qui était ancienne hôtesse qui devient pilote. Je connais un copie à Air France qui travaillait chez France Télévisions avant, qui était journaliste. Ah ouais, rien à qui a voir. fait un Bac L, Cagne, Hippocagne, et qui à 40 ans a dit j'en ai marre, je vais faire pilote de ligne. Donc vraiment, on peut faire ça de tous horizons. Faut pas laisser se démoraliser. Parce que moi, le premier, on m'a dit t'y arriveras jamais, t'es pas assez bon en maths, t'es pas assez bon en physique, t'es pas assez bon, voilà. T'as des lunettes, voilà, t'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. De toute façon, si tu veux le faire, c'est parce que t'as papa, maman. Pas du tout. Toujours y croire, toujours se donner les moyens. Jamais se dire qu'on n'y arrivera pas.